Françoise Benamou, économiste, professeure des universités et membre de l'ARCEP, Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Madame Benamou est également membre du Cercle des économistes, du comité de rédaction de la revue Esprit et préside le conseil des études du CNL. Merci beaucoup. Bien, merci à vous pour cette invitation et pour le bonheur toujours de venir dans le Midi. C'est une petite parenthèse extrêmement agréable. Voilà, alors pour cette conférence, je commencerai peut-être par 4 remarques au sujet du livre numérique et plus généralement d'ailleurs du numérique. Lorsque j'ai écrit ce livre, le livre à l'heure numérique, au départ, je voulais lui donner un titre un peu énigmatique, inévitable, imprévisible. Alors pourquoi inévitable ? Parce que je pense que ce qui a trait au numérique, on peut vouloir le retarder, on peut vouloir composer avec, mais en tout cas, ce sont des évolutions qui sont inévitables, que ce soit du point de vue des usages ou du point de vue de l'offre imprimée. J'y reviendrai. Et puis pourquoi imprévisible ? Parce qu'on se trompe souvent. Alors vous allez me dire, mais alors dans ces cas-là, pourquoi écrire un livre ? Je pense que c'est important de essayer de prendre une photographie à un moment donné, et puis à partir de cette photographie, de faire un certain nombre d'hypothèses que j'essaierai de formuler avec vous à la fin de cette conférence. Voilà. Et pour réfléchir à cela, je ne suis pas entrée directement dans le livre. J'ai commencé par essayer de regarder ce qui s'était passé du côté de 2 autres secteurs culturels, la musique et la presse. Alors pourquoi la musique et la presse ? La musique parce que c'est la première industrie culturelle qui va migrer vers le numérique et qui va subir une espèce de tsunami au plan économique, c'est-à-dire perdre la moitié de son chiffre d'affaires en 6 années seulement. Et la musique nous permet de nous interroger sur les modèles du numérique, j'y reviendrai. Et le deuxième secteur qui me semblait être important à regarder, c'est celui de la presse. D'abord parce qu'on entre souvent dans la lecture numérique par la lecture de la presse. On commence par lire des articles et puis on en vient au livre par une espèce de continuum sur lequel d'ailleurs il y aurait fort à dire. Et aussi parce que la presse, c'est tout simplement l'imprimé, l'écrit. Et donc il me semblait qu'il était important aussi de regarder ce qui s'était passé de ce côté-là. Et puis imprévisible en même temps, parce que quoi qu'on tire comme leçon, ce sera le premier point de cette conférence, quoi qu'on tire comme leçon de ce qui s'est passé du côté de la musique et de la presse, il reste que les comportements des usagers précoces ne sont jamais les comportements de la masse des usagers, parce que ceux qui entrent les premiers dans le numérique, ce sont souvent ceux qui sont les plus férus de technologie, sont souvent des plus jeunes, encore qu'il faut se méfier de ce genre de remarques. Et ensuite, quand on regarde ces pratiques, lorsqu'elles deviennent un peu plus massives, on s'aperçoit que les choses se passent un petit peu différemment de ce que l'on avait pensé. Alors ma deuxième remarque introductive sera à propos de ce qu'on pourrait appeler les fondamentaux du numérique. Et il me semble important de les rappeler, enfin du point de vue des économistes. Le numérique, il y a au moins 5 choses qui sont très importantes et qu'on va retrouver dans l'économie du livre quand il migre vers le numérique. La première, c'est qu'avec le numérique, on a ce qu'on appelle des effets de réseau. Alors, pour essayer de le dire assez simplement, ce qu'on appelle aussi des externalités de réseau, les économistes, pour le dire simplement, c'est quoi ? C'est l'idée que non seulement le premier arrivé souvent arrive à avoir des parts de marché de plus en plus importantes, mais il semble qu'il n'y ait pas de limite à la taille des entreprises. Quelque chose qui est connu dans le monde physique, qu'on connaît depuis bien longtemps, c'est qu'en général, il y a une espèce de taille optimale des entreprises. C'est-à-dire elles peuvent grossir. Grâce au fait qu'elles grossissent, leurs coûts sont plus faibles. Puis il y a un moment où ça ne marche plus, c'est-à-dire elles ont atteint la bonne taille en quelque sorte. Et avec les économies de réseau, et en particulier avec Internet, eh bien, plus on est gros, plus on devient gros, et plus on devient gros, plus on devient encore plus gros, etc. Et il y a eu des travaux d'économistes pour essayer de regarder s'il y avait une taille optimale à partir de laquelle
on pouvait diminuer, mais il semble que non. Pourquoi ? Parce que, en quelque sorte, ce qu'on appelle les économies d'échelle, c'est-à-dire les économies qu'on fait au fur et à mesure qu'on grossit, eh bien, elles sont infinies. Et ça va poser beaucoup de questions, et ça explique peut-être pourquoi on se retrouve en face de géants qui ont l'air d'avoir comme caractéristique de devenir de plus en plus grands. Alors il y aura peut-être une fin à cette histoire, mais en tous les cas, cette fin, on ne la voit pas inscrite devant nous à court terme. La deuxième grande caractéristique, ce sont des économies de plateforme. Ce qu'on appelle une plateforme, c'est une plateforme comme une plateforme physique, sauf qu'elle est virtuelle, et à partir de laquelle on va distribuer des contenus, par exemple des livres, à des utilisateurs. Mais ce qui est intéressant avec les économies de plateforme, c'est que ce sont des marchés qui ont deux faces. D'un côté, on vend ou on offre gratuitement, peu importe, des contenus à des utilisateurs, mais d'un autre côté, on va aussi vendre sur un autre marché, qui est le marché de la publicité. On va utiliser les données de ces utilisateurs. Et dans le fond, la valeur de ce qu'on pourra vendre sur le deuxième marché, qui est le marché publicitaire, elle sera d'autant plus élevée qu'il y a beaucoup d'utilisateurs. Donc ce sont deux marchés liés, mais en même temps qui ne sont pas du tout les mêmes. Et ces marchés à double face, en fait, quand on a commencé à les théoriser, c'était Jean Tirole, tout le monde connaît son nom maintenant, prix Nobel d'économie, et il les a théorisés pour la télévision. Et les modèles économiques de l'Internet, ils ressemblent à ceux de la télévision, sauf qu'avec Internet, c'est gigantesque. Et donc les logiques sont plus du tout les mêmes. Alors la troisième grande caractéristique, je l'ai déjà évoqué un petit peu, c'est l'exploitation des données personnelles, qui est évidemment au cœur des économies numériques. La quatrième, ce sont des économies qui vont être caractérisées, j'y reviendrai, par ce qu'on appelle des phénomènes de disruption, c'est-à-dire où tout fout le camp en quelque sorte, et en particulier il y a de la désintermédiation. Et alors, par exemple, dans le secteur éditorial, cela se traduira par le fait que l'auteur peut parler directement à son lecteur, donc là, on saute un maillon, où l'éditeur peut vendre directement des livres s'il le souhaite. On saute un autre maillon. Autrement dit, la chaîne traditionnelle qu'on connaît va éventuellement éclater. Et ça, c'est évidemment essentiel, parce que ça veut dire que toute la remontée de la valeur, la question des rémunérations vont se poser en des termes tout à fait différents de ce qu'on connaissait auparavant. Puis la dernière caractéristique, c'est la non-localisation des activités, c'est-à-dire le fait que, dans le fond, quand vous vendez des biens numériques, bien vous pouvez les vendre depuis où vous voulez et à qui vous voulez. Et évidemment, ça aboutit sur des problématiques sur lesquelles je ne reviendrai pas, mais on pourra en dire dans la discussion, qui sont celles, par exemple, des problèmes de fiscalité que l'on peut rencontrer avec toutes les entreprises qui sont ainsi délocalisées. Alors, ma troisième remarque dans cette longue introduction, mais je crois qu'elle est nécessaire, qu'est-ce qu'un livre numérique ? C'est quand même une question qu'il faut se poser. Pourquoi il faut se la poser ? On pourrait se dire que maintenant, ça y est, elle est résolue, on voit à peu près ce que c'est qu'un livre numérique. C'est dans le fond, c'est un fichier qu'on lit sur son ordinateur, comme on l'a vu très bien ce matin, dans la conférence de ce matin. On la lit sur son ordinateur, sur sa liseuse, sur sa tablette, sur son téléphone, et même sur sa console, si on le souhaite. Mais on s'aperçoit que ça reste un sujet. Et ce sujet nous est revenu sur le devant de la scène, il y a peu de temps, à travers la question de la fiscalité. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce débat un petit peu baroque avec Bruxelles aujourd'hui sur la TVA sur le livre numérique. Les Français, pas que les Français, les Espagnols l'ont fait avant, mais ils ont dû y renoncer, et les Luxembourgeois le font, ont décidé qu'un livre, dans le fond, qu'il soit papier ou numérique, ça restait un livre. Et que donc on allait appliquer le même taux de TVA, 5%. Et là-dessus, Bruxelles nous a dit, mais non, pas du tout, un livre numérique, c'est pas un livre, c'est un service en téléchargement, et donc ce service, il doit subir un taux de TVA de 20%, c'est-à-dire le taux plein. Alors je ne rentre pas dans les détails de cela, on pourra aussi en débattre, mais ce qui est intéressant là derrière, c'est que ça pose la question de ce que c'est qu'un livre numérique. Alors mon point de vue, c'est que tout simplement, c'est une œuvre, c'est l'œuvre. Alors ensuite, quelle que soit la manière dont on le lit, et que ce soit le livre, comme on dit, homothétique, c'est-à-dire la transposition du livre papier dans l'univers numérique, ou que ce soit ce qu'on appelle un livre enrichi, c'est-à-dire un livre, cette transposition, mais qu'on va enrichir avec des hyperliens, avec de la musique, avec de la vidéo et avec ce qu'on veut, ça reste une œuvre, qui peut être une œuvre de collaboration, mais qui reste
une œuvre en tout cas. Et donc, en tous les cas, ce débat nous revient d'une manière assez étrange, là, aujourd'hui. Ça montre en tous les cas qu'il n'est pas réglé. Et ma dernière remarque dans cette introduction sera de vous raconter la fin de l'histoire, de mon point de vue. Évidemment, je peux me tromper, mais l'hypothèse que je formule dans mon livre est la suivante. Je pense, à la fois pour des raisons, et j'y reviendrai, de rationalité économique, mais ça va bien au-delà que des raisons de rationalité économique. Il y a d'autres choses qui me font dire cela. Je pense qu'on va, dans un ordre dispersé, suivant les segments du marché du livre, vers une inversion de l'ordre des éditions. Je pense qu'un jour, alors je ne sais pas quand, je ne m'aventurerai pas à faire des hypothèses là-dessus, je pense qu'un jour l'éditeur commencera par éditer numérique, en format numérique, avec éventuellement des exemplaires papier, suivant le type de livre que c'est, et puis il y aura de l'impression à la demande. Cette impression à la demande, elle pourra soit être l'impression de la demande faite par vous et moi, c'est-à-dire nous, lecteurs, on commande un exemplaire du livre sous format papier, parce qu'on aime bien le papier, soit ça pourra se faire de la part du libraire, auquel je prédis pour ma part peut-être une longue vie. Alors il y aura moins de libraires, mais il y en aura encore parce que je pense qu'ils auront une fonction assez intéressante dans cet univers numérique, et j'y reviendrai. Donc voilà l'hypothèse pour la fin, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur là où je vais. Alors pour aller vers cela, je vous propose de développer 6 points. Je vais essayer d'être rapide sur chacun d'entre eux. Le premier, quelle leçon je tire de ce que j'ai pu analyser de ce qui s'est passé dans les univers de la musique et de la presse. Mon second point sera sur la lente mutation des éditeurs traditionnels. Ensuite, j'évoquerai assez rapidement les innovateurs et les innovations, ce qui m'amènera à parler un tout petit peu des usages assez rapidement, et puis des auteurs, et enfin des libraires. Et pardon, j'évoquerai peut-être pas les bibliothécaires, mais on ne peut pas tout faire, il y aurait beaucoup de choses à dire encore. Alors, premier point sur les leçons de la musique et de la presse. Je vous ai dit pourquoi j'ai regardé ces deux secteurs, et quelques points que j'en tire. Le premier point qui est très frappant, c'est à quel point, quand on passe d'un univers physique vers l'univers virtuel, en quelque sorte, la variété des modèles, il n'y a pas un modèle. Il y a vraiment toute une variété de modèles qui se déploient, et on est dans des économies de tâtonnement. Je donnerai un exemple qui est très frappant. Si vous prenez la marque la plus célèbre de la presse, qui est le New York Times, dans le fond, comment est-il passé au numérique? Parce qu'il est très très puissant sur le numérique, avec beaucoup de lecteurs, eh bien à travers des tâtonnements successifs, payants, gratuits. Au départ payant, ensuite il s'est dit que la gratuité pourrait être compensée par les flux publicitaires étant donné le nombre d'utilisateurs du numérique, et puis il s'est aperçu que ça marchait pas parce que malheureusement la publicité sur Internet, comme il y a des milliards de pages en concurrence, vaut beaucoup moins que sur le papier, donc rentrait pas dans ses frais, donc il est repassé au payant, et avec là aussi des tâtonnements pour savoir quel modèle du payant. Il est arrivé à un modèle où en gros vous allez, il y a de la gratuité, et au bout d'un certain nombre d'articles que vous avez consultés par mois, on vous demande de payer. Donc c'est d'ailleurs le modèle qui aujourd'hui s'impose, mais avec toutes sortes de variantes et plein d'autres modèles autour. Autrement dit, une variété de modèles. Et deuxième leçon que j'en tire, c'est qu'on ne peut pas transposer ce qui se passe dans le monde physique, ça ne marche pas. C'est-à-dire le numérique n'est manifestement pas simplement un produit dérivé du monde physique, où on traduirait en quelque sorte dans un autre langage, ce que l'on faisait dans le monde physique. Et quand j'en reviendrai au modèle économique, il est clair que si on veut monétiser un petit peu ce qui se passe dans le numérique, eh bien on ne peut pas offrir la même chose que dans le monde physique. J'y reviendrai. La deuxième leçon, c'est la baisse de la valeur. Je l'ai déjà évoqué à travers la publicité, c'est-à-dire qu'il y a le numérique détruit de la valeur. Il la détruit de deux manières. Il la détruit au sens où le même produit vaut, en quelque sorte, moins du point de vue de sa monétisation. C'est évidemment pas la valeur de l'œuvre en tant que telle, mais la monétisation va se faire à un moindre prix. Alors vous allez me dire, mais les coûts sont plus faibles, mais quand même, il y a de la destruction de valeur, il y a de la destruction d'emplois, etc. Il ne faut pas avoir une vision angélique du numérique. Donc une destruction de valeur
d'une part, et puis d'autre part, une fuite de la valeur, c'est-à-dire que les acteurs traditionnels, par exemple des industries culturelles qu'on identifie assez bien, on voit bien qu'ils vont être obligés de rétrocéder une partie de la valeur créée, qui en plus est plus faible, à des acteurs, à des nouveaux entrants en quelque sorte, et notamment aux géants de l'Internet, en particulier Amazon, d'où tous les débats qu'on peut avoir aujourd'hui, que ce soit Hachette et d'autres, avec Amazon. Le troisième élément qu'on peut tirer, c'est la variété des nouveaux usages, mais il y a un point sur lequel j'insistais, et au moment où j'ai écrit ce livre, il n'y avait pas encore le fameux Kindle Unlimited pour les livres, c'est le streaming, c'est-à-dire le téléchargement, l'écoute sans téléchargement dans la musique, qui est vraiment le modèle qui s'impose aujourd'hui, les abonnements illimités. Pourquoi ils s'imposent ? Parce que ça correspond manifestement à une demande sociale, en quelque sorte. Ça permet de monétiser, certes très mal, les usages, et ça permet de lutter contre le piratage. Et c'est vraiment quelque chose qu'on voit monter dans le secteur musical, et qui va poser question, évidemment, pour le livre, alors ça existait déjà pour le livre, mais depuis que Amazon le fait, évidemment, le problème a pris une toute autre allure. Autre élément qu'on peut tirer des leçons de la musique et de la presse, ce sont justement, j'évoquais le piratage, les erreurs qu'on a pu faire par rapport au piratage. Le piratage, c'est très compliqué. Alors je ne vais pas m'étendre là-dessus, j'ai choisi de ne pas m'étendre, mais on pourra en parler tout à l'heure. Le piratage, c'est un vrai sujet, hein, ça c'est incontestable. La destruction de valeur par le piratage, elle est très discutée chez les économistes, mais en tout état de cause, ce que l'on a pu voir avec la musique, c'est que si on prend de front le piratage en considérant tous les, entre guillemets, pirates comme des pirates, justement, on n'y arrive pas. Hein. C'est-à-dire que sanctionner de manière un peu unilatérale, ça ne marche pas. Ce qu'il faut aller regarder, c'est d'autres choses. Et en particulier, les sites pirates mafieux, qui existent. Et donc, il y a vraiment toutes sortes de questions par rapport à la manière dont la guerre a été menée contre le piratage, qui a conduit à mettre des DRM, des protections technologique, si vous voulez, sur les œuvres, qui faisait que finalement, les gens qui achetaient leurs œuvres bien gentiment, ils ne pouvaient pas les passer d'un matériel à un autre, alors que ceux qui les pirataient pouvaient le faire. Et il y avait une espèce de punition pour la personne qui faisait les choses légalement. Et ça me rappelle d'ailleurs quand j'avais rencontré la commission Lescure, qui travaillait pour le ministère de la Culture, j'avais dit, il y a une chose qui me frappe beaucoup chez les professionnels de la culture par rapport au piratage. Regardez, quand vous achetez un DVD de manière légale et que vous le mettez sur un lecteur de DVD, la première chose qu'on fait, c'est de vous engueuler, c'est de vous dire attention, vous n'avez pas le droit attention aux contrefaçons, vous n'avez pas le droit de faire circuler, de faire des copies illicites de ce DVD, etc. Autrement dit, vous avez en toute bonne foi acheté un DVD et on commence par vous faire la leçon. Donc là, je crois qu'il y a à renverser les choses. Autre leçon, ce sont ces phénomènes de disruption que j'évoquais tout à l'heure. Prenons la presse, par exemple. On voit, par exemple, qu'est-ce qui s'impose aujourd'hui ? Ce sont des journaux démantelés. Hein. Ce sont par exemple les propositions aujourd'hui, si vous intéressez au sport, vous pouvez vous abonner à des systèmes où on va vous envoyer tous les journaux qui ont trait au sport qui vous intéresse, tous les articles qui ont trait au sport qui vous intéresse. Et donc vous n'avez plus cette vision d'ensemble qu'on a quand on achète un journal. Vous commencez par l'international, le national, pour finir par les chiens écrasés, mais en tous les cas vous avez une vision de la société, alors que là, vous focalisez sur un domaine. Donc, un journal démantelé, cette disruption, en quelque sorte, ce qu'on appelle des fermes de contenu, où les journaux vont aller acheter des articles. Vous avez des journaux 2.0, avec vous et moi qui peuvent écrire, etc. Donc, manifestement aujourd'hui des innovations qui sont extrêmement fortes, qui rencontrent une demande sociale et qui font qu'on entre dans un monde tout à fait différent. Voilà. Et je finirai sur un point, ce qui est très très frappant, c'est qu'il y a plus de lecteurs sur Internet, mais moins de valeur créée. Voilà. Alors si on arrive à mon deuxième point, la mutation des éditeurs traditionnels. Alors quand les éditeurs traditionnels voient ce qui s'est passé dans la musique et dans la presse, évidemment ils sont très inquiets, on les comprend. C'est vrai que c'est inquiétant, et du coup peut-être ont-ils sous-estimé
tout l'extraordinaire apport qu'est le numérique, quand on est évidemment, comme certains dans la salle, peut-être chercheurs, etc., c'est fabuleux, c'est ce fameux âge de l'accès, et ils vont regarder ça avec une certaine inquiétude, évidemment, d'autant plus qu'il leur faut marcher sur les deux jambes, en quelque sorte, c'est-à-dire continuer à développer leur modèle avec les coûts traditionnels auxquels ils ont à faire face, et en même temps rétroconvertir leurs fonds, convertir leurs nouveautés dans différents formats, etc. C'est-à-dire qu'ils vont développer dans le même temps les deux types d'activités. Et on voit en France les éditeurs, pas tous, mais même de grands éditeurs, entrer dans le numérique d'une manière extrêmement artisanale, hein, en demandant dans leur staff qui est-ce qui s'y connaît un peu et qui voudrait s'occuper de numérique. Et au début, ça va être extrêmement là aussi, une économie du tâtonnement qui très lentement va se professionnaliser. Et pourquoi cette inquiétude aussi? Parce qu'il y a des coûts de conversion, et dans le fond, ils ont converti leur catalogue, et après, ils vont s'apercevoir qu'ils vendent 2 exemplaires de tel livre, etc. Et il y a un caractère décevant des usages. Il faut savoir que le marché du livre numérique en France, c'est moins de 5% du marché du livre, quand il était à peu près de 30% aux États-Unis. Et on reviendra d'ailleurs sur les explications de cette faiblesse. Et les éditeurs vont freiner aussi pour 2 autres raisons. La première, c'est qu'une partie de leurs revenus, de leur chiffre d'affaires, vient, en tous les cas pour les grands éditeurs, du fait qu'ils sont distributeurs de livres physiques et que cette économie de la distribution est une économie très rentable, hein, qui consiste à envoyer les livres chez les libraires, puis les retours, etc. Et puis il y a une deuxième chose, c'est que la France, et c'est vrai pour l'Allemagne aussi d'ailleurs, c'est un marché de libraires. Et donc les éditeurs qui sont très liés à leurs libraires, qui tiennent à cette économie de la librairie, qui est liée en particulier à la loi Langue, mais pas seulement à cela, eh bien, ils vont essayer, peut-être, ils vont être un petit peu prudents sur la migration vers le numérique, parce que c'est vrai que ça pose la question de l'avenir des libraires, enfin, en tout cas, de beaucoup d'entre eux. Hein. Et les libraires, il faut savoir que la marge des libraires est extrêmement faible, et donc, s'ils perdent même une toute petite partie du marché qui est le leur, à ce moment-là, leur survie n'est pas assurée. Donc voilà l'ensemble, si vous voulez, la constellation de l'ensemble des éléments qui fait que les éditeurs sont dans une relation compliquée avec le numérique, à la fois très intéressés, très attentifs. Il faut voir le nombre de colloques, de tables rondes, etc. qu'ils ont pu organiser, mais en même temps avec une certaine méfiance qui les conduira d'ailleurs à pousser à l'adoption de dispositifs réglementaires et législatifs qui sont calqués sur ce qui existe sur le livre papier. C'est par exemple, pour donner un exemple parmi d'autres, la loi sur le prix unique du livre numérique dont on pourra discuter. Voilà. Et alors, en plus, face à eux, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont les fameux géants de l'Internet. Alors, avec au moins deux, je parlerai moins d'Apple, on a peu de temps, mais en tous les cas, pour ce qui est d'Amazon, avec un modèle qu'on qualifie de modèle verrouillé. Ce qu'on appelle un modèle verrouillé, c'est un modèle dans lequel, si vous voulez, nous, on est un petit peu pris au piège, nous, utilisateurs. C'est-à-dire, si on achète un Kindle, on reste dans l'univers Kindle. On a beaucoup de mal, si on a acheté, par exemple, un livre sous format Kindle, à le mettre aussi sur son ordinateur. Théoriquement, on peut, en pratique, c'est vraiment difficile. Et en tous les cas, on reste dans l'univers marketing du Kindle, c'est-à-dire qu'on achète sur le magasin d'Amazon. Et à côté de l'univers verrouillé d'Amazon, qui est aussi un univers verrouillé pour Apple, on a un univers interopérable, c'est celui de Google, pour d'autres raisons. Pour Google, c'est typiquement un marché biface, comme j'évoquais tout à l'heure. Et alors, ces géants, qu'est-ce qui les caractérise? Je ne reviens pas sur ces externalités qui font qu'ils sont de plus en plus grands. Hein, première chose, avec une caractéristique très forte d'Amazon, qui est une drôle d'entreprise d'ailleurs, très intéressante à étudier pour les économistes, parce qu'avec un chiffre d'affaires extrêmement important, mais en même temps une entreprise qui fait des pertes, elle réinvestit tout, hein, avec une volonté d'être
présente sur toute la chaîne de valeur du livre, c'est-à-dire au départ c'était un libraire, mais c'était aussi un éditeur, il y a une énorme plateforme d'auto-édition, et puis sans compter toute la diversification par ailleurs, la vente de toutes sortes de produits, c'est une place de marché comme on dit, et puis aussi très présente dans ce qu'on appelle le cloud, c'est-à-dire la conservation de données, non pas d'ailleurs dans les nuages, mais dans le sous-sol, avec des grosses machines qui dépensent beaucoup d'électricité. Et donc voilà, donc on a un pouvoir de marché gigantesque de ces géants, que ce soit Google, que ce soit Amazon, avec des stratégies très différentes. Amazon, c'est vraiment une librairie qui va essayer d'imposer la règle du jeu, et le rythme des innovations, etc. Et puis, de l'autre côté, Google, là, c'est plutôt une logique de bibliothèque avec la fameuse saga de toute la discussion avec les procès qu'il y a eu sur le fait que Google a voulu être une immense bibliothèque universelle en numérisant très très rapidement, de manière massive, les fonds, qu'ils soient sous domaine public ou sous droit, les fonds d'un certain nombre de très grandes bibliothèques américaines et une anglaise, et puis la bibliothèque de Lyon un peu plus tardivement, et avec comme objectif, quand on essaye d'analyser avec du recul ce que voulait Amazon, pour ma part, je pense que le projet d'Amazon, c'était de rendre le moteur de recherche encore plus pertinent, grâce justement à la numérisation de ces livres qui permettent d'avoir un champ encore plus vaste, encore plus gigantesque pour la réponse aux requêtes qui viennent à Google. Pardon. Donc voilà, et ces géants, évidemment, posent toutes sortes de questions, notamment des questions de concurrence déloyale sur lesquelles on pourra discuter. Alors, mon deuxième point, les innovateurs à côté de ça. Il y a de l'innovation partout. Je crois qu'il ne faut pas avoir la vision de l'innovation qui serait uniquement chez ce qu'on appelle les pure players, c'est-à-dire ceux qui arrivent et qui vont directement sur le numérique. Ça n'est pas vrai, mais il y a des innovations intéressantes, y compris, il peut y en avoir même par exemple chez Gallimard dans le domaine du beau livre ou du livre de jeunesse, ou chez Editis dans le domaine du livre éducatif, etc. Mais c'est vrai en même temps que je dirais que comment dire, les éditeurs n'ont pas tellement une culture de la recherche-développement qu'on trouve dans d'autres industries. La recherche-développement, d'une certaine manière, pour un éditeur, c'est trouver de nouveaux auteurs. Et donc là, ils vont se retrouver avec l'imposition de faire un peu de recherche-développement dans un domaine technologique qui n'est pas nécessairement le leur. Bon, alors il va y avoir des choses intéressantes dans toutes sortes de domaines, particulièrement dans certains segments, je disais, le livre scientifique va migrer massivement vers le numérique, à partir aussi des revues scientifiques académiques, la médecine. Car pour la médecine, c'est extraordinaire, parce que les avancées peuvent être très grandes, on peut faire du livre interactif, etc. On va voir ça. Il y a des choses qui se passent aujourd'hui dans les beaux-arts, où vous pouvez avoir sur des livres sur des artistes contemporains, avec des liens sur des ventes, etc., avec la possibilité de commander des œuvres. Enfin, dans évidemment le monde éducatif, je crois que le livre enrichi, c'est très 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 loin d'être que du gadget. Évidemment, pour par exemple un livre d'histoire, pouvoir projeter grâce à des liens des images de guerre ou des images de grandes conférences, etc. Ça permet d'illustrer ce que l'on explique, etc. Et puis j'ai vu récemment, c'est Antoine Garapon qui est à l'origine de cela, un livre absolument passionnant dans le domaine du droit, où vous avez à la fois les grandes lois, la jurisprudence, des images des grands procès, et tout ça est enrichi constamment. Et c'est un livre qui a été fait avec un budget qui vient de la Commission européenne. Et bon, voilà, on a des choses tout à fait passionnantes qui se passent chez les innovateurs. Est-ce que pour autant on arrive à monétiser tout ça et à rentrer dans ses frais? Quelqu'un comme Arnaud Nourri, président de Hachette Livre, explique qu'il gagne beaucoup d'argent avec le numérique, mais ça c'est quand on a la version numérique, le point de vue du numérique comme marché dérivé, donc c'est un marché supplémentaire qui vous permet de gagner de l'argent. Mais sinon, ces innovations sont plus de l'ordre de l'expérimentation
que de produits qui permettent de dégager des marges. Donc là, on est encore dans cette économie encore très jeune. On est dans ce qu'on appelle une infant industry, enfin une industrie naissante. Voilà. Et donc faire le pari du livre enrichi, cela dit, certains éditeurs n'y croient pas trop encore aujourd'hui en France. Moi, je crois que c'est un pari intéressant. Il y a un texte d'ailleurs, il y a un très beau texte de Darnton dans son livre, son titre m'échappe, dans un de ses derniers livres, où il explique tous les niveaux de lecture qui peuvent exister grâce au livre enrichi. Vous avez un premier niveau de lecture qui est un peu la transposition de la lecture que l'on connaît pour le livre papier traditionnel, et puis ensuite vous avez une addition de niveaux de lecture possible. Alors ça m'amène à mon point suivant sur les usages et la monétisation des usages. Alors bien entendu, ce qui est intéressant avec le livre numérique, c'est toutes les possibilités qui s'offrent de monétiser, pas uniquement de l'achat à l'unité, mais pourquoi pas des abonnements. Ça peut être des abonnements à des collections, ça peut être aussi de l'achat par partie, pourquoi pas acheter un chapitre, etc. Et ça peut être aussi ces fameux abonnements illimités. Alors en France, on a mis un petit peu un coup d'arrêt à ces abonnements parce que les éditeurs sont très méfiants, parce qu'on sait très bien qu'avec les abonnements illimités qui correspondent, comme je disais tout à l'heure, à des usages montants, en même temps, ces abonnements illimités rapportent très peu d'argent à la chaîne de valeur. Et donc, il y a discussion pour d'autres raisons aussi. Mais ces abonnements illimités, en même temps, ils correspondent à des demandes. C'est-à-dire qu'on est, dans le fond, ce qui est frappant avec le numérique, c'est à quel point on est peu sensible à la question de la propriété. Il y a une rupture avec la notion de propriété, notamment de propriété de l'objet. Et d'ailleurs, c'est pour cela que je fais cette hypothèse d'inversion. C'était où je vois bien comment les gens peuvent commencer par lire numérique, sans rapport à la propriété, et puis dans le fond, pour quelques livres qu'on a envie de garder, bien là, on les achète, même si on les a déjà lus en format numérique, parce qu'on a envie de les conserver en format papier. Mais en tous les cas, le rapport à la propriété est complètement revu, et c'est un point qui me semble tout à fait important. La lecture elle-même se transforme. Je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit ce matin. Il y a des textes extrêmement intéressants de Roger Chartier sur la fragmentation, sur l'espèce d'éclatement de la lecture, et surtout, peut-être plus important encore, sur la déconstruction des hiérarchies entre les types, à la fois les types de lecture et aussi entre les types de textes. Et se crée une espèce de continuum entre les types de textes et entre les modes d'écriture. Voilà, bon, je vais peut-être pas m'attarder là-dessus. Et toujours sur les usages, un point qui me semble tout à fait important, c'est la question de la prescription, et qui, à mon avis, est un des nerfs de la guerre. La prescription, en France, on a tendance à toujours revenir à la figure du libraire, et on a raison de le faire parce que le libraire est un prescripteur de livres. Bon, il y a aussi la presse, il y a toutes sortes de manières de choisir ses lectures et ses achats, mais ce qui frappe avec l'univers numérique, c'est que l'univers justement de la prescription se transforme radicalement, et avec des enjeux qui sont colossaux. Ceux qui l'ont très bien compris, ce sont effectivement les géants de l'Internet. Quand vous prenez Amazon, la force d'Amazon, à mon avis, c'est aussi la prescription. C'est là, en bas, là, quand vous avez, les gens qui ont lu ce livre ont aussi lu ou ont aussi acheté, et vous avez déjà quelques propositions, puis vous en avez d'autres, vous pouvez descendre très loin, et vous allez, au fur et à mesure que vous regardez, descendre dans le fond des catalogues. Et c'est un outil qui est loin d'être négligeable. J'ai écrit un livre récemment sur l'économie du patrimoine, et grâce à Amazon, j'ai découvert des livres dont j'ignorais l'existence. Donc il y a quand même une force de cette manière de nous indiquer des livres. Alors c'est vrai, par ailleurs, qu'on découvre difficilement de nouveaux livres. C'est-à-dire que si vous savez à peu près ce que vous cherchez, vous le trouvez, où vous allez trouver par des liens successifs d'autres éléments qui sont liés au premier, mais c'est pas Amazon qui va lancer un
un premier roman, par exemple. Donc là, ça pose beaucoup de questions. Et se sont développés, à côté d'Amazon, des clubs de lecture. Il y en a beaucoup. Et d'ailleurs, Amazon a bien compris l'intérêt des clubs de lecture. On a racheté un des plus gros qui s'appelle Goodreads. Mais il y en a beaucoup d'autres. Et vous pouvez avoir des clubs de lecture ou des sites de lecture ou des sites d'échange d'informations sur les lectures qui sont extrêmement riches dans leurs propositions et qui vont permettre aussi une ouverture sur ces phénomènes qui ont été mis en avant. Bon, j'ai essayé de les mesurer avec d'autres chercheurs, on pourra en discuter, ce qu'on appelle les phénomènes de longue traîne, c'est-à-dire où le numérique vous permet de plonger dans la profondeur des catalogues. Dans le fond, pourquoi ? Parce que grâce au numérique, vous avez accès à une infinie diversité de titres. Alors on pourra en discuter parce que ces phénomènes de longue traîne sont peut-être moins frappants que ce qu'on avait attendu. Ils ont été mis en évidence par un journaliste qui s'appelle Chris Anderson il y a quelques années et qui expliquait que grâce au commerce numérique, sous-entendu d'Amazon, on allait pouvoir à la fois faire revivre des livres qui avaient eu une vie extrêmement courte et qui pourraient revenir sur le devant de la scène parce que quelqu'un en parlerait à quelqu'un qui, etc. Et puis d'autre part, ça permettrait, et ça c'est peut-être plus intéressant, à des titres qui ont, par exemple, mettons 500 lecteurs, mais extrêmement dispersés, de rassembler virtuellement ces 500 lecteurs. Parce que si vous avez un livre qui n'a que 500 lecteurs, il n'y a pas beaucoup de libraires qui vont le prendre, et peut-être aucun, et donc personne ne le verra. Tandis que si vous arrivez à rassembler virtuellement ces 500 lecteurs, eh bien, vous allez pouvoir faire vivre ce livre. Alors, ce qui vaut, évidemment, pour le livre papier, car à l'époque, Anderson disait ça pour le livre papier, vaut encore plus pour le livre numérique. Donc, discussion à avoir, mais en tous les cas, c'est quand même une des promesses du numérique, donc il faudra voir si elle finit par prendre véritablement forme ou si, au contraire, avec le numérique, ce qui est connu devient encore plus connu. Et à mon avis, ce qui se passe, enfin ce qu'on a pu mesurer pour l'instant, c'est qu'on a deux phénomènes concomitants avec le numérique, c'est-à-dire à la fois cette remontée des petits tirages, effectivement, qui arrivent à joindre tous leurs lecteurs potentiels très spécialisés, parce que dans le fond, ils se connaissent tous. Et puis, d'autre part, à l'autre bout, les best-sellers, qui sont encore plus des best-sellers qu'avant. Bon, on verra ce que ça deviendra dans les années qui viennent. Mais en tous les cas, tout cela, c'est très important. C'est en particulier extrêmement important pour les auteurs, parce qu'il y a quand même des enjeux énormes. C'est-à-dire, vous avez des auteurs un peu spécialisés, des auteurs un peu confidentiels. Est-ce que le numérique va leur offrir, grâce aux plateformes extrêmement diverses qui existent, une manière d'exister ? C'est en tous les cas une question. Et d'ailleurs, parmi les phénomènes intéressants à mon sens qui se passent aujourd'hui, qui se produisent notamment sur les plateformes numériques, on a le phénomène de l'auto-édition. Alors qu'est-ce que ça nous dit l'auto-édition ? Alors ça fait, moi, les éditeurs, quand je leur en parle, ils me disent bon, ça, je ne crois pas que ce soit que la pensée universelle que certains d'entre nous ont connue revisitée à l'ère du numérique. Je crois que c'est beaucoup plus que ça. L'auto-édition, c'est quand même un phénomène massif dans lequel on va trouver à la fois cette édition ingrate, en quelque sorte, des auteurs de best-sellers qui se disent bah, dans le fond, je gagne déjà beaucoup d'argent, mais je pourrais peut-être en gagner encore plus en m'auto-éditant. Bon, ça, c'est une première chose. On va trouver à l'autre bout des auteurs pas très intéressants qui veulent écrire pour leur famille et qui vont s'auto-éditer, mais on a aussi peut-être un phénomène qui mérite d'être regardé d'extrêmement près, où vous avez quoi ? Vous avez cette fameuse intermédiation, cet éclatement de la chaîne de valeur que j'évoquais d'entrée de jeu, et dont je crois qu'il peut se développer et qu'il faudra en tous les cas observer de près. Et ces phénomènes d'auto-édition sont extrêmement puissants aux États-Unis. On édite aujourd'hui plus de titres en auto-édition qu'en édition normale. Amazon, qui essaye d'être évidemment un peu au-devant de tous les grands phénomènes de ce type-là, a créé une plateforme d'auto-édition qui va offrir tous les services possibles. Et ce qui permet à l'auto-édition de se développer, entre autres, c'est l'impression à la demande. Bon, j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, puisque je suis sur les auteurs, quelques mots sur les auteurs, je vois le temps passer. Alors, sur les auteurs, qu'est-ce qu'on peut dire ? Une première chose peut-être qui me semble extrêmement importante, bon, la figure de l'auteur change, lui-même évolue, il travaille différemment, dans le fond il s'est mis au numérique. La plupart des auteurs, sauf quelques rares exceptions, travaillent aujourd'hui de telle manière qu'ils donnent une clé USB
à leur éditeur. D'ailleurs, ça pose la question de la mémoire de la constitution des œuvres, mais c'est une autre question. Et sur donc les auteurs, du point de vue de l'économiste, il y a une des questions qui se posent, c'est dans le fond, comment ils vont être rémunérés. Sur le numérique, j'ai pas évoqué les prix, j'y reviendrai si on a le temps, les prix baissent évidemment. Aujourd'hui, en gros, en France, on est à un différentiel de prix de l'ordre de 30%, qui permet à l'éditeur de retomber sur ses pieds parce que le différentiel de coût est grosso modo de l'ordre de 30% aussi, hein, c'est-à-dire que le coût du numérique, il y a évidemment des coûts, hein, il faut numériser les textes en différents formats, il faut éventuellement enrichir les livres, etc. Mais en gros, différentiel de 30%, relativement raisonnable, on va dire. Je pense qu'il sera plus important dans les années à venir, mais peu importe. Mais à partir du moment où le prix baisse, donc si les auteurs sont payés avec le même pourcentage, ben, il ne reste pas grand-chose. Donc se pose la question de la rémunération. Comment on rémunère les auteurs dans un univers numérique où il y a peut-être des livres qui seront gratuits à travers la publicité? Est-ce que les auteurs vont se rémunérer différemment? Sur certaines plateformes, vous pouvez avoir des droits d'auteur beaucoup plus élevés qu'autrefois. Donc là, c'est vraiment un enjeu. Et on voit d'ailleurs des tensions nouvelles que le numérique produit entre les auteurs et les éditeurs. On s'aperçoit qu'on peut avoir des intérêts pour parties divergents. Il y a eu d'ailleurs des réflexions et des négociations pour un nouveau contrat à l'ère numérique, qui, à mon avis, pose encore beaucoup de questions. Donc, mode de rémunération, compte tenu de la diversité des possibilités d'achat, ce que j'évoquais tout à l'heure. Question aussi du droit d'auteur lui-même. Que va devenir le droit d'auteur dans l'univers numérique? Et là, on voit beaucoup de crispations. On voit d'une part des crispations des éditeurs qui veulent évidemment défendre ce qui constitue dans le fond le pivot qui permet la remontée des droits sur toute la chaîne de valeur. Mais en même temps, on peut s'interroger. Juste une question pour illustrer ce que je voudrais dire. Le droit d'auteur aujourd'hui, c'est 70 années après la mort de l'auteur. Prenez un auteur qui écrit à 40 ans et qui meurt à 80, ce qui est assez raisonnable aujourd'hui. Bon, ça veut dire un droit d'auteur qui court sur 110 années. 110 années, ça fait quand même beaucoup. Et donc, voilà, à l'ère d'Internet, je crois que cette question de la durée des droits doit être repensée, et elle doit être repensée avec calme. Pour l'instant, les choses sont assez tendu. Je donnerai une autre illustration de ce que je dis. Il y a toute une série d'exceptions au droit d'auteur, à mon avis, qui donnent de l'illisibilité au droit d'auteur. Donc il faut sans doute repenser ces exceptions. Et il y a un sujet qui est sur le devant de la scène, qui est ce qu'on appelle l'open access, c'est-à-dire l'accès gratuit à certains types d'œuvres, et notamment l'open access à tout ce qui est, par exemple, résultat des recherches qui ont été financées sur fonds publics et qui posent beaucoup de questions aujourd'hui sur la manière dont on doit penser ce droit d'auteur. Donc je laisse ça pour la discussion. Il me reste encore quelques minutes. Non, j'ai fini. Bah, écoutez, je vais conclure sur très rapidement. Hein, vous me laissez 3 minutes pour conclure. Je vais conclure sur les libraires. Voilà, puisque cette hypothèse de l'inversion des choses, je vous ai dit, ça donne quand même peut-être un sens encore, et un très grand sens à la fonction du libraire. Pourquoi ? Parce que je crois que dans l'univers numérique, plus on est là devant son ordinateur ou son écran seul, et plus se développe un besoin de socialisation en même temps. Et vous voyez bien, par exemple, les salles de cinéma sont pleines, alors que on peut visionner les films en mode numérique. Alors vous allez me dire, il y a la chronologie des médias, mais ça n'explique pas seulement la chose. Et donc je crois que les libraires ont une fonction à jouer, et alors ils vont sûrement organiser du spectacle vivant, en quelque sorte, comme on fait dans la musique, c'est-à-dire inviter des auteurs, comme ils le font aujourd'hui, mais peut-être encore plus, avoir des espaces de convivialité, mais aussi, et c'est là où par exemple, constituer leur table d'une manière très différente d'avant. C'est-à-dire, par exemple, mettons qu'ils veulent faire une table sur la question de l'islamisme, puisqu'elle s'est posée et qu'elle se posera encore longtemps. Eh bien, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont décider, par exemple, d'avoir sur leur table quelques livres qui viennent de sortir, mais aussi des livres
qui ne sont plus disponibles et qu'ils vont commander en quelques unités, 3, 10 ou je ne sais trop quoi. Autrement dit, il va y avoir cette inversion avec ce modèle de l'impression à la demande qui permettra, dans le fond, une très grande liberté de constitution du fond du libraire, avec peut-être moins de stock, une autre manière de travailler. Il y a des machines aujourd'hui formidables qui permettent d'imprimer à la demande en quelques minutes, avec des couvertures, etc., de vrais livres papier quand on a envie de papier, et sinon de lire numérique. Voilà, donc un nouveau monde complètement inversé et qui peut se constituer très très vite dans les années à venir. Je vous remercie. Je vous remercie. On va faire circuler des micros pour les personnes qui auraient des questions à poser. Merci beaucoup. Dans ce monde en pleine mutation que vous nous avez décrit, il y a eu quelques dispositions de prise en France concernant justement la protection du piratage et puis la protection des droits d'auteur. Je pense à la loi Hadopi en particulier. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? C'est une loi, à mon avis, qui nous a fait perdre beaucoup de temps parce que elle a conduit à beaucoup de comment vous dire, de quiproquos. On ne s'est pas compris. Hein. C'est-à-dire que les jeunes en particulier, on les a un petit peu montrés du doigt. Et je pense que la lutte contre le piratage doit se faire à travers la lutte contre les sites pirates. Hein. Beaucoup plus que contre les pirates eux-mêmes. Et d'autre part, alors ça c'est une première chose, et on a vu en plus que c'était peu efficace et avec en plus un discours extrêmement brouillé par des pouvoirs publics. Moi je suis frappée par exemple par le fait que ça fait longtemps qu'on nous dit que Hadopi ne doit plus exister ou je ne sais trop pas, et sans non plus le supprimer. Donc la Hadopi se retrouve, la haute autorité, etc., se retrouve avec un budget extrêmement faible, s'est rendu compte des erreurs qui ont été faites et a essayé de se transformer en un lieu qui repère justement les sites licites et les sites illicites pour essayer d'envoyer des messages aux gens, mais dans le fond, sa fonction elle-même a changé sans que ce soit vraiment clairement dit, et je trouve qu'au bout du compte, on a perdu beaucoup de temps, et sans avoir grande efficacité. Et pour le dire un peu brutalement, je crois qu'il faut apprendre à vivre avec du piratage. Il y en aura encore. Mais je pense qu'en même temps, il faut offrir faire des propositions d'offres qui soient suffisamment attractives, c'est-à-dire qui correspondent au consentement à payer de groupes de consommateurs pour qu'à ce moment-là, les gens aillent vers ces offres non pirates. Et ça, c'est tout à fait possible. Et on le voit, par exemple, dans le domaine musical, manifestement, le streaming est une de ces solutions qui permet, avec des abonnements dits illimités, de faire basculer des gens du monde du piratage vers le monde des autorisations. Et donc, je crois que c'est plutôt de ce côté-là qu'il faut travailler, sans être démagogue avec les pirates. Mais en même temps, c'est clair que là où il faut taper, en quelque sorte, c'est sur les sites de piratage, qui en plus, certains vendent de la publicité. Donc il faut aussi arrêter cela, c'est-à-dire le fait qu'il y ait des entreprises qui se permettent de mettre de la publicité sur les sites pirates. Donc là, on est dans un monde qui est inadmissible. Donc je crois que c'est plus de ce côté-là qu'il faut travailler, sur le côté à la fois pédagogique, mais surtout des offres extrêmement diversifiées, correspondant à toute la variété de ce qu'on appelle les consentements à payer. Madame, là. Faute de temps, les bibliothèques n'ont pas été évoquées. Et je me permets d'exprimer une question concernant leur avenir, surtout par rapport à ce monde économique du livre numérique et de la stratégie des éditeurs qui ne semble pas, pour l'instant, se préoccuper beaucoup de nos obligations en matière de nos missions plutôt en matière de prêt.
Oui, j'ai pas évoqué les bibliothèques parce que il y a un chapitre dans mon livre là-dessus, mais parce que à la fois faute de temps, puis j'avais axé plutôt sur les côtés économiques. J'étais allée écouter Darnton il y a quelques années, donc le livre numérique avait déjà pas mal progressé aux États-Unis, et je lui avais demandé donc s'il y avait du monde dans la bibliothèque de Harvard, qui est la bibliothèque dont il a la direction, et il avait dit il n'y en a jamais eu autant. Pourquoi ? Alors, les gens ne viennent pas nécessairement lire des livres papier, mais ils viennent aussi pour cela, parce que ce n'est pas le même usage, etc. Mais aussi parce qu'ils viennent rencontrer des copains, travailler, etc. Dans les bibliothèques, on retrouve aussi ces types de phénomènes. C'est-à-dire des gens qui vont venir aussi dans les bibliothèques pour diverses raisons, y compris chercher du travail, donc utiliser un ordinateur qui est à disposition. Pourquoi pas ? Les bibliothèques, à mon avis, ont toujours eu une double fonction, qui est une fonction à la fois c'est un lieu de sociabilité, et qui est loin d'être négligeable, et puis c'est évidemment un lieu culturel, et où on rencontre le livre sous diverses formes, donc y compris aujourd'hui sous format numérique. Alors en ce qui concerne les prêts en bibliothèque, qui est une question compliquée, les éditeurs, on ne peut pas dire qu'ils soient résolument contre, ils essayent de mettre en place des modèles qui ne heurtent pas complètement leur modèle économique à eux. Et c'est vrai que c'est un sujet difficile parce qu'on a envie de dire il n'y a pas de raison, que ce soit numérique ou papier. Dans le fond, le prêt a existé, il a toujours existé, y compris pour les nouveautés, et on ne voit pas pourquoi ça se passerait autrement. Et en même temps, les éditeurs sont méfiants parce que là où on pouvait faire avec le papier, le prêt était assez évidemment circonscrit. Quand on arrive au prêt en format numérique, eh bien, il faut une règle du jeu. Alors il y a eu toute une négociation récemment pour essayer de commencer à établir des règles du jeu. Je pense que de toute façon, là, on rencontre aussi les limites de ce qu'on peut faire et pas faire. C'est-à-dire, je pense qu'effectivement, le numérique appelle de nouveaux modèles dans lesquels, eh bien, effectivement, les œuvres circulent. Alors pour moi, qui suis chercheur et prof, même si par ailleurs j'écris et je vends des livres, comme ma fibre chercheur et prof est peut-être plus forte, je me dis, mais ce côté-là est plus important que le problème du modèle économique. Mais c'est vrai qu'on a une tension, là, aujourd'hui, entre à la fois la diffusion, c'est une tension qui existe déjà avec le droit d'auteur, une tension entre la diffusion, si vous voulez, la diffusion la plus large possible qui est permise par le numérique, et ces logiques de protection qui sont des logiques qui sont celles dont ont besoin les éditeurs, puisque pour qu'ils vendent des œuvres, faut-il qu'elles soient protégées. Et donc c'est vrai que cette tension, elle trouve à se manifester dans des débats comme celui qui a trait auprès du livre numérique en bibliothèque. Oui. Oui, je ne suis pas économiste du tout, mais vous nous avez parlé à plusieurs fois, vous avez évoqué perte de valeur dans le livre numérique. Donc on entend bien à l'échelle sans doute d'un marché, d'un véritable secteur d'une économie, et on sait qu'il y a une économie du livre, comme dans beaucoup d'économies et d'industries culturelles. Mais bon, sans doute je suis d'une génération où quand on parlait économie, on parlait valeur d'usage et valeur d'échange. Donc je voudrais en revenir à ça. Aujourd'hui, on a d'autres termes dans les économies, quand on parle de nourriture, d'accès à l'eau, d'accès aux biens publics, au-delà du service public, on parle de biens communs. Donc si on englobe la culture en termes de biens communs, dans ce nouveau vocabulaire économique, on ne peut pas quand même se contenter de faire l'analyse de perte de la valeur, mais il faut bien considérer que l'accès, la démultiplication des accès à une œuvre, puisque vous avez légitimement employé ce mot œuvre, par le numérique, c'est quand même quelque part aussi une augmentation de valeur d'échange, de valeur d'usage. Oui, oui, tout à fait. Non, mais oui, quand j'évoque l'expression perte de valeur, c'est vraiment effectivement une perte de revenus, en fait, en réalité, pour les industries qui sont concernées. Pour sortir un instant du monde du livre, et ça parlera à tout le monde, c'est par exemple le problème qui se pose dans tout ce qu'on appelle l'économie du partage, que ce soit pour la voiture, pour les logements, etc. Vous avez effectivement de la perte de valeur pour les acteurs traditionnels. Ça ne veut pas dire que tout le monde perd de la valeur.
Bon, alors ensuite, sinon, évidemment, le numérique, c'est un incroyable instrument de diffusion des connaissances, des œuvres. Hein, ça, c'est effectivement, bon, ça va sans dire. Hein, c'est pourquoi même quand on évoque, quand on revoit avec du recul tout le débat qu'il y a eu autour de Google, quel que soit d'ailleurs quel que soit ce que cherchait Google. Hein. Google, n'était pas simplement pour faire le bien de l'humanité qu'il voulait numériser les fonds des bibliothèques, mais en même temps, qu'une bibliothèque universelle puisse être constituée, quelle que soit la manière dont elle est constituée, c'est évidemment de la valeur, mais c'est une autre sorte de valeur. Hein. Comme vous dites, dans le fond, on peut revenir, oui, à ces valeurs d'usage versus valeur d'échange, pour revenir à une conceptualisation qui date de bien longtemps. Voilà. Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit en soulignant un paradoxe et peut-être même une contradiction. Vous, de façon optimiste, prévoyez encore un avenir pour les libraires, comme vous avez pu le dire dans votre conclusion, en disant que on aura besoin ou envie d'imprimer un certain nombre de livres qu'on veut garder sous forme papier. C'est vrai, dans la mesure où on peut imprimer ces livres. Parce que dans le livre numérique, aujourd'hui, on va numériser des livres qui ont été écrits pour être édités sous forme papier. Mais l'avenir du livre numérique, ça n'est pas ça. L'avenir du livre numérique, vous l'avez un petit peu évoqué, c'est le livre enrichi. Surtout si on pense que l'autre aspect que vous avez moins évoqué, c'est l'avenir du livre numérique auprès du très jeune public. C'est-à-dire, si demain, on forme les enfants, les lecteurs, très tôt à l'école, à utiliser des livres numériques, c'est-à-dire des manuels scolaires, pour tirer profit de toutes les possibilités du numérique, il faudra avoir des manuels scolaires qui seront des livres enrichis. Vous l'avez très bien dit pour le livre d'histoire, ça peut être vrai aussi pour la géographie, etc. Donc, on va globalement, je parle dans les années lointaines, si on reste sur une numérisation du livre, vers des livres qui n'auront plus rien à voir avec les livres qu'on connaît aujourd'hui. Les auteurs vont être amenés à s'adapter, etc., pour produire des livres qui doivent être pensés autrement en termes de livres enrichis. Qu'est-ce qu'on va imprimer si on a des livres qui contiennent de la vidéo, du son, des images, etc. Oui, je vois votre question. Je suis pas sûre que l'avenir du livre numérique soit exclusivement au livre enrichi. Je pense qu'il y a un avenir au livre enrichi, qui est un avenir important, en particulier dans le domaine des essais, des livres pratiques, etc. Peut-être même aussi des romans, on peut enrichir des romans de mille manières, mais je pense qu'on peut aussi penser qu'il y aura des livres numériques qui sont des livres sans enrichissement, en quelque sorte. On ne sait pas. Moi, j'ai tendance à penser cela, mais je peux me tromper. Mais alors, pour répondre à ce que vous dites sur le libraire, je ne crois pas justement que le libraire, son avenir, soit uniquement de vendre des livres. Hein. C'est-à-dire, quand je disais, je l'évoquais très très rapidement, dans la musique, ce qu'on a observé qui est très intéressant, on a vu... Quand on a vu un effondrement très brutal de l'industrie, et puis on a vu des nouvelles sources de valeur qu'on n'attendait pas du tout, par exemple du côté du spectacle vivant. C'est-à-dire que pendant un temps, on analysait le spectacle vivant comme la vitrine promotionnelle de l'industrie du disque. Et puis on s'est aperçu que le spectacle vivant revenait au goût du jour, que les gens allaient beaucoup plus au spectacle dès lors qu'ils étaient tout seuls devant leur pratique culturelle numérique. Et l'hypothèse que je fais, c'est donc que ce nouveau libraire, ce libraire sera aussi un libraire lieu de convivialité, un peu comme ce que j'évoquais pour la bibliothèque, c'est-à-dire un lieu où on achète éventuellement des livres, on achète éventuellement d'autres choses, bon, pas n'importe quoi, mais peut-être d'autres choses, où on va rencontrer des auteurs, où on va rencontrer des gens avec un coin café. Par exemple, je suis allée présenter mon livre à la bibliothèque, alors à la librairie, pardon. C'est une énorme librairie, c'est une des plus belles librairies de France, c'est la librairie Ombre Blanche à Toulouse. Et
Aujourd'hui, cette librairie, c'est une très grosse librairie dans laquelle vous allez trouver aussi un coin café où il y a un endroit où on donne donc des petites conférences, enfin où il y a des discussions, etc. C'est-à-dire les gens vont dans la librairie pour quelque chose qui va bien au-delà de ce qu'était le métier de libraire autrefois. Donc ce sont ces librairies-là qui, à mon avis, ont un avenir. C'est celle-là. Alors il y en aura probablement moins, parce que d'abord il faut de l'espace pour ça. Donc ça veut dire aussi des coûts, surtout quand c'est en centre-ville, etc. Mais je pense que le numérique crée en quelque sorte son antidote, c'est-à-dire qu'on a besoin de convivialité. Sinon, on n'expliquerait pas le goût pour les salles de cinéma, quand même. C'est assez étonnant, le nombre, y compris des jeunes, d'ailleurs, qui sont dans les salles de cinéma. Donc voilà, je pense que l'un n'exclut pas l'autre. Quant à l'impression à la demande, elle sera le fait du libraire, elle sera aussi le fait de vous et moi depuis chez nous, quand quand on a lu un livre et puis finalement on a envie de le garder, ou quand on l'a feuilleté en format numérique et qu'on préfère encore le papier, ou pour d'autres raisons. Mais moi, quand je regarde ma bibliothèque, d'abord je la trouve écrasante. Je trouve qu'il y a plein de livres, je ne sais pas pourquoi je les ai achetés, ni pourquoi je les ai lus. Je trouve qu'il y a tant de choses très bien à lire, voilà. Et finalement, si je devais... Aujourd'hui, c'est un de mes enfants qui m'a dit « Mais maman, pourquoi tu gardes tout ça ?» Et je trouve qu'il a raison, donc j'ai décidé de faire un grand nettoyage. Donc, autrement dit, c'est quand je disais ce que je veux dire par là, c'est que c'est vraiment le rapport à la propriété qui est en train de basculer. Et avec le type de valorisation qu'on fait du livre, suivant qu'il soit papier, numérique, etc. Oui, bonsoir. Livre numérique, livre papier. J'aurais voulu votre opinion, non pas en tant qu'économiste, mais en tant que lectrice. Ah, alors, ça n'engage que moi. Hein, je ne sais pas si je suis représentative de quoi que ce soit. Moi, je lis les deux. J'ai un Kindle. Je suis un peu suréquipée à cause de mon métier aussi. Donc j'ai un Kindle sur lequel je télécharge des livres, en particulier quand je voyage, quand je vais loin. J'ai beaucoup de livres sur mon Kindle. Je l'ai notamment... Par exemple, il y a une chose que je trouve... Je ne sais pas si je suis représentative, mais j'ai beaucoup téléchargé de classiques. Et j'aime bien m'y replonger comme ça, m'y balader, vagabonder. Ça ne veut pas dire que je les relis entièrement. Et puis, je suis suréquipée, hein, mais je lis aussi des livres papier encore. Le dernier Modiano, je l'ai lu sur mon Kindle, je ne sais pas pourquoi. Voilà. C'est un peu désordonné. Et mon opinion sur quoi? C'est-à-dire sur la lecture elle-même. Je pense qu'on ne lit pas tout à fait de la même manière, mais c'est très difficile de dire en quoi on ne lit pas tout à fait de la même manière. Je ne suis pas spécialiste de sciences cognitives ni sociologue. Mon impression surtout, c'est qu'on ne retient pas de la même manière. Ce qui me frappe peut-être plus, c'est sur les journaux, parce que je lis les journaux sur les deux formats, et je ne lis pas les mêmes choses dans les deux formats. Mais voilà. Je pense qu'on ne lit pas de la même manière. Et puis vous avez des sollicitations sur la machine que vous n'avez pas nécessairement sur le papier. Chartier reprend l'expression de Montaigne par saut et gambade. On se promène. Hein. Alors on peut avoir une lecture linéaire en numérique, mais c'est vrai qu'on est un petit peu plus aussi sollicité de droite et de gauche à aller d'abord regarder ses mails éventuellement, etc. Mais je pense que la lecture surtout se fragmente et sans doute, oui, plus vagabonde. Voilà. Nous arrivons au terme de cet échange. S'il y a une dernière question... C'est pas une question, c'est un commentaire. Oui. J'ai une position un peu radicale vis-à-vis de la lecture numérique que je vais vous livrer. Je pense qu'il y a une incompatibilité majeure entre l'écran et le texte écrit. On vit dans un monde où les écrans sont présents de façon permanente. Quand on est enfant, quand on voit un écran c'est associé avec du mouvement, du changement, et pas avec de la fixité. Pas avec du texte écrit, ce qui est le cas du livre papier et du texte écrit. Et donc, utiliser un écran, une tablette ou même un Kindle pour lire du texte écrit, ça a quelque chose qui me paraît déplacé d'un certain point de vue. D'où, pour moi,
cette réflexion qui me dit que si le livre numérique a un avenir, ça n'est qu'à travers le livre enrichi. Et vous le disiez pour le journal, quand on lit le journal sur livre numérique, on regarde plus souvent les images ou éventuellement les vidéos présentes dedans qui sont de plus en plus présentes que le texte, qu'on ne lit le texte réellement. Et je pense que c'est lié au fait que pour nous, de manière plus ou moins consciente, il y a une association écran, mouvement, image, son, etc. Donc voilà un peu... c'est une hypothèse, comme j'ai mangé mon temps, juste peut-être un point. Il y a des textes intéressants, je ne sais plus si c'est de Chartier, oui je crois, sur le retour au rouleau. C'est-à-dire que nous avons vécu depuis le codex avec les pages qu'on tourne, et l'écran, c'est peut-être un retour à cela. C'est une autre lecture, effectivement. Je vous remercie. Nous pourrons rebondir pour la table ronde. Nous pourrons rebondir sur cette question. Merci, Madame Benhamou. Merci.